Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit update de mes dernières lectures. J'ai pas mal de très bonnes lectures à vous présenter, donc on va commencer tout de suite avec l'une de mes meilleures lectures là, depuis ces dernières semaines, qui est Monstre ordinaire de J.M. Miro, qui est sorti chez De Sexus. On est dans le premier tome d'une trilogie et c'est une série un petit peu fantastique. On va être dans les années 1880 et en fait on va passer de New York à Londres, à Édimbourg, on va voir pas mal de lieux différents, où en fait dans cette histoire, il y a un institut qui se situe à Édimbourg qui va recueillir des enfants et plutôt des orphelins qui ont des dons un petit peu particuliers. Ils sont appelés les talents parce qu'en fait chaque enfant en fait, qui va être recueilli par l'institut possède des capacités vraiment particulières. Là, nous, on va suivre deux enfants qui se trouvent aux États-Unis, qui vont du coup être recueillis par l'Institut. Donc, vous allez avoir des gens de l'Institut qui vont venir les chercher. Vous allez avoir, alors c'est Charlie qui habite dans le Mississippi et qui a une vie vraiment horrible. Charlie, il est doté d'une capacité d'auto-guérison et en fait, il va subir énormément de choses suite à ça, suite au fait qu'on va découvrir en fait qu'il ne meurt pas, qu'on n'arrive pas à le tuer, que dès qu'on lui fait un coup, une blessure, etc., il guérit. Et du coup, il y a deux personnes de l'institut qui vont venir pour le prendre sous leur aile et l'emmener du coup à l'institut et essayer de le protéger en fait de personnes malveillantes. Et vous avez un autre enfant qui va être également ramené à l'institut, qui va être un petit enfant Marlowe, qui est beaucoup plus jeune que Charlie. Marlowe est un enfant assez particulier, on comprend pas trop ses dons au départ, on sait juste qu'il a une sorte d'aura bleutée autour de lui. Qu'en fait, quand il touche quelqu'un, il a les capacités de soit brûler la personne, etc. Enfin, il peut faire des choses au niveau des chairs des gens. Et cet enfant du coup a été un petit peu kidnappé quand il était plus jeune et en fait là il vit avec d'autres personnes dans un cirque et du coup on va venir le chercher directement dans ce cirque et on va essayer de le ramener à l'institut. Donc les deux enfants sont sur la route pour repartir à l'institut, sauf que les choses vont mal se passer parce qu'il va y avoir un homme qui va les pourchasser. On comprend dans cette histoire qu'il y a quelqu'un d'extrêmement mauvais, quelqu'un qui cherche à faire du mal aux enfants en fait qui vont à l'institut et là plus précisément à Marlowe. On ne sait pas trop vraiment ce qu'il veut, mais il a l'air vraiment très menaçant. Il n'hésite pas à tuer, à brûler toutes les choses sur son passage pour arriver à trouver Marlowe. Donc on va avoir une sorte de course-poursuite en fait au niveau du début du roman de New York jusqu'à Londres et on va savoir un peu plus de choses sur qui est cette personne. On comprend que c'est une ancienne personne qui a côtoyé l'institut et on va essayer de savoir pourquoi en fait cette personne est partie de l'institut et pourquoi elle en veut un petit peu à l'institut, qu'est-ce qu'elle a contre cet établissement et aussi pourquoi en fait elle s'en prend à un si jeune enfant. Donc voilà, au niveau de l'histoire on part sur une sorte de course-poursuite un petit peu au début du roman et après on va découvrir plus l'institut, on va découvrir également d'autres enfants qui sont là-dedans. On a des chapitres en fait où on va repartir dans le passé pour savoir un peu plus de choses sur des anciennes personnes de l'institut et notamment la personne un petit peu mauvaise là, qui suit Marlowe. Franchement j'ai complètement adoré cette histoire. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo des meilleures lectures du premier trimestre, c'est que vraiment j'ai lu ce livre au moment où j'avais très envie de le lire, c'est-à-dire que je savais pas que j'avais envie de lire ça, mais quand je l'ai commencé, je me suis dit mais c'est exactement ce que je voulais lire à ce moment-là. Donc vraiment au niveau de l'ambiance, au niveau du fait qu'on soit happé dans le roman, qu'on ait vraiment envie de savoir ce qui va se passer aux enfants, parce qu'on a vraiment un style d'écriture un peu particulier. L'auteur a voulu vraiment écrire comme si on était vraiment en 1880, donc on a des tournures de phrases un peu particulières, du vocabulaire des fois qui est assez particulier aussi, qu'on n'entend plus en fait maintenant tout simplement. Et en fait on va suivre plusieurs personnages, que ce soit Marlowe, Charlie, on va suivre le directeur de l'institut, on va suivre également une femme qui travaille avec le directeur de l'institut également, qui fait un peu le relais entre Londres et Édimbourg. On va suivre deux personnages qui vont justement aller chercher les enfants aux États-Unis pour les ramener en Angleterre. Donc vous avez plein de personnages en fait, on va graviter comme ça autour. Dans le retour dans le passé, pareil, on va suivre des enfants, on va suivre le personnage un peu mystère également. Donc il y a plein de points de vue comme ça tout au long du roman. J'avais un peu peur d'être perdue au fur et à mesure, mais c'est vraiment très très bien fait justement d'avoir
plein de points de vue comme ça au fur et à mesure parce que du coup on avance et on comprend plein de choses de l'histoire. Vraiment gros point positif pour l'ambiance de ce roman parce que je trouve que c'est le gros point fort avec les personnages qui sont vraiment très bien travaillés. Là où ils nous disent que justement vous avez une histoire fantastique tentaculaire est un mélange parfait de Miss Peregrine, Penny Dreadful et Jonathan Strange et Mr. Norrell. Vous avez ce genre d'ambiance, et je dirais même aussi un petit peu Sherlock Holmes pour le côté où ça se passe à Londres, c'est brumeux, vous savez, enfin vraiment l'ambiance, ça m'a transporté en fait au fur et à mesure du roman. Il fait 700 pages et pour garder un lecteur vraiment happé dans l'histoire comme ça pendant 700 pages, chapeau, vraiment chapeau. Il y a eu un petit peu de longueur, je dirais, au milieu du roman. On tourne un petit peu en rond, mais les personnages sont tellement attachants. Le personnage de Marlowe, cet enfant est vraiment... on ne peut que s'attacher à lui en fait. Il y a quand même pas mal de scènes assez violentes, des scènes un petit peu gore aussi, notamment avec le pouvoir de Charlie. Donc si vous n'aimez pas ce genre de scène là, même après il y a une scène dans un train où bon il y a des choses un petit peu dégoûtantes qui se passent quand même, donc quelques petits trigger warnings par rapport à ce genre d'événement. Franchement je peux que vous conseiller si le roman vous tente parce que vous allez vraiment passer un super bon moment au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, au niveau de vraiment de la fin des révélations, etc. J'étais vraiment happée jusqu'à la fin. Donc ouais, vraiment une très chouette lecture et j'ai vraiment tout aimé dans ce livre. Donc voilà, je m'attendais pas du tout à aimer autant. Je pensais vraiment qu'au fur et à mesure j'allais décrocher comme il est assez long et que c'est un récit quand même assez lent. Il se passe quand même pas mal de choses. Mais c'est plutôt vraiment la découverte de plein de choses, la découverte de personnages, de pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. Et c'est pas non plus un livre bourré d'action quand même. Mais on s'ennuie clairement pas, les personnages sont tellement bien construits et le style d'écriture est vraiment cool. Ensuite j'ai lu La Société Protectrice des Kaiju de John Scalzi qui sort chez La Talente, donc là il sort cette semaine quand vous voyez cette vidéo. On est ici dans un titre alors de science-fiction mais clairement c'est un peu un titre contemporain avec des éléments de SF dedans où en fait au début du roman on va suivre Jimmy qui travaille pour une société de livraison de type Uber Eats. Il travaille plutôt lui dans les bureaux etc. Et en fait il va avoir son entretien annuel et sauf que ça va très mal se passer, il va se retrouver viré et en même temps on va lui dire bon bah si tu veux on a des postes de livreur si jamais ça t'intéresse. Comme on est dans les années 2020 au début du Covid, forcément il va finir par accepter de travailler en tant que livreur parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin également de continuer à vivre pendant cette période pas facile vu qu'on est quand même aux États-Unis, on n'a pas les mêmes privilèges que ce qu'on a pu avoir également en France pour cette période. Donc il va accepter ce boulot de livreur et en fait au fur et à mesure il y a son entreprise qui va être rachetée justement par Uber Eats parce que son entreprise fonctionnait vraiment bien et du coup il va y avoir un rachat de boîte. Sauf que il va y avoir que les meilleurs livreurs de sa boîte qui vont être gardés chez Uber Eats. Lui il doit avoir plus de 4 étoiles je crois sur 5 pour être gardé, il a 3,8 ou quelque chose comme ça. Donc il va finir par être viré. Sauf que pendant sa tournée en tant que livreur, il est tombé en fait sur l'une de ses anciennes connaissances, donc qui s'appelle Tom. En fait en parlant plusieurs fois à Tom, etc., il s'aperçoit qu'il a un travail qu'il doit bien payer parce qu'il habite vraiment une très belle maison, etc. Mais en même temps il dit pas grand chose sur son travail non plus. Le dernier jour en tant que livreur, il va bien sûr dire à Tom que du coup il ne le verra plus parce qu'il a été viré. Et Tom va lui proposer du coup de rejoindre en fait son entreprise parce qu'il a besoin de quelqu'un dans son équipe pour faire une mission. Et s'ils ne sont pas au complet, ils peuvent pas démarrer la mission. Donc il va lui donner en fait sa carte d'entreprise, il va lui dire va passer l'entretien et on verra si jamais t'es pris, etc. Mais pour moi tu as la capacité de faire ce boulot. Mais en fait il lui dit pas vraiment quel genre de boulot c'est, il lui dit juste qu'en fait il part en mission pendant plusieurs semaines et qu'en fait il s'occupe de gros animaux. Donc Jamie va passer l'entretien bien sûr parce qu'il a besoin d'un travail, il a besoin d'argent et comme il a vu que son pote Tom il gagnait plutôt bien sa vie, il se dit bon je vais aller voir ce que ça donne. Il passe un entretien, il passe une visite médicale assez particulière et en gros il va être pris pour ce job mais il ne sait toujours pas vraiment au final ce qu'il va devoir faire. Il va partir du coup très vite en fait pour un voyage. Et on va l'emmener, il me semble que c'est au Groenland ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et en gros, arrivé là-bas, il va commencer sa mission.
Sauf qu'en fait, il va y avoir quelque chose. Je vais pas vous dire forcément comment ça se déroule, mais il va finir par arriver à un endroit où vous changez complètement de température. C'est-à-dire que vous allez passer de l'endroit où il faisait extrêmement froid, etc., à un endroit où il fait très chaud, très humide. Et vous avez notamment la présence de kaiju. Il va vite s'apercevoir qu'il y a des gros animaux là. Donc on lui a pas vraiment menti sur un petit peu l'aspect de son travail. Et du coup il va se retrouver dans une équipe avec des scientifiques, etc., qui vont prendre la relève d'une autre équipe qui elle vient de finir sa mission de plusieurs semaines. Il va devoir faire plusieurs choses en fait pour les kaiju au fur et à mesure de leur mission. Donc il va découvrir un environnement extrêmement différent de ce qu'il connaît en fait sur la Terre, et également pas mal de problématiques qui vont se retrouver là-bas, que ce soit par rapport au kaiju, par rapport à l'environnement, par rapport également au gouvernement en fait de la Terre, qui du coup pose des fois des petits soucis ou fait des choses qui ne sont pas forcément très bien pour cet endroit où il y a des kaiju. Donc on va suivre vraiment cette histoire, et je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que je pense que après faut découvrir l'endroit où se déroule la mission, il faut découvrir pas mal de petites choses, pas mal d'interrogations sur comment ça se fait qu'il y a des kaiju là-bas, qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour essayer de les observer, pour faire en sorte de pas non plus interférer avec leur vie, etc. Donc on va suivre vraiment cette histoire, et je me suis vraiment éclatée pendant cette lecture. J'ai vraiment passé un super moment de lecture. Alors la seule chose que je regrette, c'est que je m'attendais à ce que ce soit un titre un peu plus cosy tout le temps, et en fait on a une deuxième partie du livre où il se passe des choses un peu plus sombres auxquelles je m'attendais pas forcément. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un truc très light, très je sais pas, ou un peu en mode un livre où c'est cosy, où on va suivre en fait le groupe, on va suivre les kaiju, etc. Mais bon, il se passe quand même des choses plus dramatique vers la deuxième partie du roman, mais j'ai passé un excellent moment, vraiment, c'était trop bien, j'ai adoré le style d'écriture, ça se lit vraiment tout seul. Il y a beaucoup d'humour dans ce roman. Vous avez un humour qui peut être un petit peu un humour un peu pipi caca des fois, mais clairement moi ça marche avec moi. Moi, vous avez pas besoin de mettre un humour bof, un humour sexiste et compagnie pour que j'aime bien, justement au contraire, c'est ce genre d'humour que j'aime pas du tout. Là, vous avez des références en plus à la pop culture en même temps, avec des petites touches d'humour, parce que vous avez des conversations entre des personnes vraiment comme si c'était la vie de tous les jours, et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Alors, vous avez des petites touches d'humour des fois qui font un petit peu réfléchir sur pas mal de petites choses. J'ai l'impression que l'auteur a voulu mettre l'accent sur certaines critiques de la société au fur et à mesure du roman, et avec cette petite touche d'humour comme ça passe tout seul. Je suis très contente de ma découverte de cet auteur, parce que vraiment, en plus de ça, j'adore tout ce qui touche aux dinosaures et compagnie. Si vous aimez Jurassic Park, Godzilla et compagnie, de toute façon en plus ils font référence à ces films dedans. Vous allez aimer, vraiment vous allez aimer. Vous avez des références à des jeux, vous avez des références à des jeux type Doom Eternal, je crois qu'ils ont cité, à des films, à des livres, avec les livres de Neil Stephenson également. Voilà, vous avez plein de références à la pop culture comme ça au fur et à mesure, et c'était vraiment trop cool. Franchement, en plus c'est une lecture assez rapide, ça fait moins de 350 pages. Et plutôt bien dans le titre, c'est que vous n'avez pas que un côté humour où du coup il n'y a rien qui se prend au sérieux, etc. Vous avez vraiment un côté scientifique qui est très crédible. Vous avez plein d'explications sur la vie en fait là-bas, sur comment ça se passe pour tel ou tel truc au niveau des kaiju et compagnie, et vous avez quand même un bon côté sérieux par rapport à ça. Mais vous avez des choses qui allègent le roman, et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse, du coup ça sort cette semaine. Ensuite, j'ai lu Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, qui est sorti du coup la semaine dernière. Donc c'est un premier tome d'une série un peu spin-off à la série Caraval, vu qu'on va retrouver des personnages de la série Caraval dans cette série-là. Comme je vous le disais dans mon book haul, vous pouvez commencer à lire cette série sans avoir lu Caraval, mais forcément vous allez louper des informations, vous allez louper des personnages qu'on voyait dans Caraval qui reviennent ici également, donc voilà, c'est vous qui voyez. Je sais très bien à quel point c'est compliqué de lire la série Caraval en français, donc vous faites comme vous voulez, mais en soi vous allez quand même comprendre l'histoire si vous n'avez pas lu Caraval. C'est juste que vous avez plus d'informations sur certains personnages grâce à la série Caraval d'avant, voilà. Donc dans cette histoire, on va suivre Évangéline, qui est une jeune femme
qui vient de subir une peine de cœur puisqu'elle était amoureuse d'un jeune homme qui malheureusement va au final demander sa demi-sœur en mariage et non elle. Donc elle comprend pas ce qui se passe. Elle a perdu sa mère étant assez jeune et son père s'était remis avec quelqu'un. Et il est décédé également depuis 1 an, je crois, quelque chose comme ça. Donc elle vit plus qu'avec sa demi-sœur et sa belle-maman. Et du coup, elle supporte pas du tout en fait le fait que sa demi-sœur se marie avec l'homme qu'elle aime. Donc elle va partir dans une sorte de temple, on va dire, une sorte de lieu de culte d'une fatalité. Les fatalités, c'est des personnages qui sont un peu considérés comme des divinités, on va dire, dans cet univers. Des personnages qui sont capables de réaliser par exemple des souhaits, mais c'est des personnes très très fourbes qui n'hésitent pas à la mettre à l'envers, etc. Donc voilà, vous avez des choses liées aux fatalités justement qui sont expliquées par rapport à la série Caraval. Il y a des choses qui sont liées par rapport à ça, donc bref, il y a des fatalités dans cet univers et elle va partir pour prier la fatalité qui est le prince de cœur pour lui demander de stopper le mariage de sa sœur et de la personne qu'elle aime. Donc cette fatalité va finir par accepter qu'il va y avoir une contrepartie. Elle va avoir un tatouage de 3 cœurs au niveau de son poignet. Et en gros, ça va être des personnes que le prince de cœur va lui demander d'embrasser à un moment donné. Un petit peu considéré comme une dette qu'elle a envers lui, du coup. Elle connaît pas vraiment ses arrière-pensées, qu'est-ce qu'il attend d'elle en fait au final. Et malheureusement, son souhait en fait de juste stopper le mariage de sa sœur va quand même virer un petit peu au cauchemar. Puisque lorsqu'elle va arriver au mariage de sa sœur, elle va s'apercevoir que tous les invités, y compris sa demi-sœur, son bien-aimé, etc., ont été changés en statue. Donc elle comprend très vite qu'elle n'aurait pas dû demander en fait au prince de cœur de l'aider, parce que forcément c'est une personne qui est très très fourbe et qui du coup a pris le souhait mais l'a interprété à sa façon. Donc on va suivre cette histoire à partir de ce moment-là. Vous avez Evangeline qui va un petit peu se sacrifier pour faire revenir toute sa famille et les personnes qui étaient présentes au mariage à la vie. Donc on va suivre à partir de ce moment-là le fait qu'elle soit un petit peu liée au prince de cœur, qu'elle ait un petit peu une dette, 3 dettes on va dire envers lui, et qu'est-ce qui va se passer en fait à partir de ça. Je vous en dis pas plus parce que le roman est quand même assez court et en fait on va suivre un petit peu cette histoire, on va voyager également dans un pays un peu plus nordique. On va suivre du coup les dettes qu'elle va devoir s'affranchir pour le prince de cœur. Donc voilà un petit peu au niveau de l'histoire. Alors, quand j'ai juste terminé le roman, j'étais un petit peu déçue parce que j'ai deviné un petit peu tout ce qui allait se passer à la fin. Et en même temps, maintenant que j'y repense un peu plus tard, vu que c'est un style un petit peu fairy tale, un peu réécriture de contes, je m'attendais quand même pas à autre chose. Je m'attendais pas forcément à être extrêmement surprise. Je trouve que le principe du livre, c'est vraiment les personnages, les relations entre les personnages et l'ambiance qu'il y a dans le roman. Donc vraiment, ne vous attendez pas à une histoire qui va vous retourner le cerveau non plus. Enfin, l'histoire est intéressante, etc. Mais c'est pas une histoire qui va vous surprendre énormément. Mais vous allez vraiment avoir une très très chouette ambiance qui est dans le livre. De toute façon, si jamais vous avez aimé Caraval, vous allez aimer ce livre-là, ça c'est sûr et certain. C'est une ambiance assez particulière. On est moins sur le côté jeu qu'on pouvait retrouver dans Caraval par exemple. Mais j'ai quand même beaucoup aimé en fait l'ambiance, vraiment plus, je dirais plus conte de fées que dans Caraval par exemple. C'était quand même très très chouette à suivre. Petit bémol quand même pour l'héroïne. Je suis quand même assez déçue de ne pas avoir vu des héroïnes comme on avait dans Caraval parce que c'était des personnages que j'aimais vraiment bien. Là on a une héroïne qui est très très niaise je trouve au début de ce titre là, surtout pendant la première partie. Elle a des réactions, elle fait des choix que j'ai pas du tout compris. Donc ça a été un petit peu compliqué de l'apprécier en fait au début du roman. Après elle finit par enfin évoluer, par enfin se rendre compte que oui, il y a des gens mauvais, il y a des gens qui peuvent vous la mettre à l'envers et que la vie n'est pas juste un long fleuve tranquille. Donc elle finit quand même par évoluer un petit peu. Donc ça fait du bien parce que j'ai un peu plus apprécié ce personnage qu'au début. Mais vraiment au début, c'était vraiment un peu cliché des contes de fées je trouve, avec une héroïne assez gnangnan je trouve. Des anciens contes de fées d'ailleurs, des anciens Disney et compagnie, vous savez, un petit peu l'héroïne un peu gnangnan. J'avais ce côté là en fait au début du roman. Donc voilà, c'est
C'est pas extraordinaire je trouve comme lecture, mais c'est quand même une très très chouette lecture justement au niveau de l'ambiance, au niveau des personnages. J'ai vraiment bien aimé. Donc pour l'instant ça ne détrône pas Caraval parce que Caraval c'était vraiment très très chouette. J'avais beaucoup aimé le concept de jeu, etc. Là j'ai passé un bon moment. Mais à voir par la suite parce que du coup on découvre des petites choses qui vont nous mener sur une autre piste après. Donc j'ai hâte de savoir un petit peu la suite des péripéties d'Évangéline et du prince de cœur du coup. Ensuite, je vais vous parler d'un titre qui m'a un petit peu déçu, c'est Ce qu'il nous reste de Eric J. Brown qui est sorti chez les éditions Naos. On est dans un titre qui est post-apo. Il y a eu une épidémie il y a un an de ça. Et donc on va suivre les deux personnages un an après. Donc on a James qui vit dans un chalet. Il est resté pendant pas mal de temps avec sa mère, un petit peu reclus comme ça. Mais sa mère a fini par tomber malade et par attraper justement la maladie qui a causé l'épidémie. Et il vit quand même depuis ce temps-là tout seul dans ce chalet, il a tout le nécessaire pour vivre. Un beau jour, il va y avoir Andrew qui va arriver près de ce chalet, qui va arriver avec une jambe dans le sac parce qu'il a marché dans un piège à ours, je crois, quelque chose comme ça. Et donc il hésite énormément à soit faire partir Andrew, soit le tuer ou essayer de l'aider. Il va finir par l'aider et par le laisser rentrer dans le chalet pour soigner sa jambe blessée. Donc on va suivre cette histoire. Alors, c'est vraiment le pitch de départ du roman, je vous en dis pas plus parce qu'on découvre au fur et à mesure qu'est-ce qui a causé l'épidémie et un petit peu plus de choses sur les deux personnages. En fait, je m'attendais vraiment à, vu que c'est quand même publié chez Naos, je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus axé sur le côté post-apo, qu'on ait vraiment un côté plus approfondi que ça. Là, en fait, on est beaucoup plus sur la relation des personnages, la relation... comment en fait ils vivent les choses et c'est beaucoup plus basé sur les personnages qu'autre chose et moi je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un développement un peu plus important au niveau de l'épidémie et ce qui m'a déçue c'est que c'était trop facile, vraiment c'était ce que vivent nos personnages. Par exemple, on démarre, on a James dans son petit chalet depuis un an qui s'est fait embêter par personne, qui a mais tout ce qu'il faut. Bien sûr, il est dans un chalet où il y avait tout prévu. Il a encore de l'eau, il a encore de l'électricité, il a bien sûr tout le matériel médical. Bien sûr, sa mère avait écrit sur un carnet plein de choses au cas où il tombait malade, au cas où, par exemple, il devait suturer un truc, etc. Enfin, le côté très facile en fait d'un titre post-apo, c'est que la personne en fait a tout sous la main et j'ai trouvé ça un petit peu cliché en fait d'avoir ce côté là au début du roman. Donc alors j'ai bien aimé la relation entre les personnages. On a le personnage de Andrew qui amène un côté assez humoristique parce que c'est quelqu'un de très il est quand même jeune, c'est deux adolescents hein, mais au vu de la situation dans laquelle il est, je m'attendais à ce qu'il évolue un petit peu et qu'il soit un peu moins dans ce côté-là de toujours essayer de faire des blagues et de détendre l'atmosphère comme ça, etc. Voilà, j'ai bien aimé, mais pas mal de petites choses qui m'ont déçue. Enfin, j'ai pas trouvé l'histoire était extraordinaire, j'ai pas trouvé que... En fait, on me manquait beaucoup de choses au niveau post-apo, j'ai pas... Je sais pas, il m'a manqué un truc vraiment. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé leur relation. On a une petite relation MM qui est présente dans le roman. Mais heureusement qu'il y a ça. J'ai envie de vous dire heureusement qu'il y a ça parce que vraiment sinon c'est... Il n'y a pas assez de matière, pas assez de contenu en fait pour le titre. Et il est quand même assez gros hein. Il fait 440 pages et je n'ai pas trouvé qu'il se passait non plus énormément de choses. C'est... Vous voyez des fois un petit peu les épisodes de Walking Dead où c'est lent, il se passe pas forcément grand chose, c'est un petit peu comme un épisode de Walking Dead je trouve. Voilà, vous avez les personnages qui évoluent un petit peu, les relations qui évoluent un petit peu, etc. Mais en soi, il manquait quand même pas mal d'action. Donc voilà, c'est sympathique, mais c'est pas extraordinaire et je pense que ça va pas trop me rester marqué malheureusement. Et avant de passer au dernier titre que j'ai lu en version papier, j'ai également lu Comment le prince Cardam arrive-t-il à détester les histoires, je sais plus vraiment le titre, je vous mettrai l'image juste ici. Parce que je me suis dit, si jamais j'ai envie de lire la série qui se passe après, apparemment il faut avoir lu ce petit tome en fait avant de lire la série d'après, donc je me suis lu ce titre là. Heureusement ça se lit très vite, mais je n'ai trouvé aucun intérêt à cette lecture vraiment. C'est comme le petit fascicule à Les Sœurs Perdues.
En fait, j'ai l'impression que Holly Black a voulu nous faire apprécier un peu plus le personnage du prince Cardan. Sauf que moi, c'est un personnage que j'aime pas. Et comme d'ailleurs pour le personnage de Taryn qui était présent du coup dans la nouvelle Les Sœurs Perdues, c'est un personnage que j'ai pas aimé. Et malgré le fait qu'elle ait fait une petite histoire sur elle, je n'ai pas réussi à l'aimer non plus. Et là, j'ai pas réussi non plus à apprécier Prince Cardan. Vraiment, c'est un personnage que je n'aime pas du tout. Et pour moi, c'était plus en mode... regardez, en fait, il est méchant parce qu'il a subi des choses et du coup, c'est normal la façon dont il a traité les gens après. Et j'aime pas du tout ce côté-là dans les histoires où du coup, on essaye de justifier le pourquoi une personne est aussi toxique et aussi... et fait autant de mal en fait à d'autres personnes. Enfin... Je peux comprendre que dans la vie, les gens qui sont mauvais sont peut-être mauvais parce qu'ils ont subi des choses. Mais ça n'excuse pas le fait qu'ils soient mauvais et qu'ils fassent des actions mauvaises à cet instant T. On peut pas excuser ce qu'ils font juste parce qu'ils ont subi des choses dans le passé. Je pense que c'est un peu ce qu'elle a voulu faire en fait dans cette petite novella et c'est un peu ce qu'elle veut faire également dans le tome 3, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas trop dans cette série, c'est que j'ai l'impression qu'elle cherche à déculpabiliser le fait que Prince Cardan, en fait, il ait eu un comportement déplacé comme ça par rapport à Jude et à sa sœur. C'est moyen. Vraiment, j'aime pas trop, en fait, ce qu'elle cherche à donner comme image avec ça. Donc... Bref, pour moi en fait il reste un harceleur, il reste une personne qui a bully notre personne à un moment T et je peux pas excuser ça en fait, moi personnellement je peux pas et c'est pour ça que la relation entre Jude et Cardan pour moi n'est pas bonne et assez toxique. Et là, en fait, du coup, je pas trouvé que ça très intéressant, en fait, ce petit fascicule. Heureusement, il y avait des dessins, c'était très joli. Mais sinon, voilà, sans plus. J'ai défoncé le trépied, mais bon, ça a l'air d'être revenu normal. Sinon, j'ai lu également The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, qui est une rom-com que j'ai vu passer partout. C'est un titre qui a fait énormément le buzz, et cette autrice fait le buzz de toute façon sur la sphère anglophone. Et c'est sorti en France également, sous le même nom, je crois. Ou alors ils ont traduit en français l'hypothèse de l'amour, quelque chose comme ça, peut-être, je sais pas s'ils ont traduit en français. On est ici du coup dans une histoire de romance, comédie romantique, où en fait on va suivre la vie de Olive, une jeune femme qui est encore en études puisqu'elle est doctorante, c'est-à-dire qu'elle essaye de finaliser sa thèse. Elle travaille elle bosse dans un milieu scientifique et elle essaye de trouver un moyen de détecter une maladie avant qu'elle ne soit trop grave. Donc en fait son but c'est de travailler sur la maladie qu'a souffert sa mère pour essayer de trouver un petit peu les personnes qui commencent à avoir cette maladie, mais très tôt, comme ça on peut les soigner, ils peuvent avoir plus de chances de survie. Donc en fait elle veut faire sa thèse sur ça. À un moment donné elle est sortie avec quelqu'un qui fait également des études, des études scientifiques pour faire une thèse, sauf que ça s'est terminé très très vite, elle n'a pas vraiment ressenti d'attirance plus que ça envers cette personne et elle ne ressent pas de sentiments envers cette personne, sauf qu'elle s'aperçoit que sa meilleure amie voudrait et est un petit peu tombée amoureuse en fait de la personne avec qui elle est sortie. Sauf que par obligation amicale, sa meilleure amie ne veut pas sortir avec quelqu'un qu'Olive a fréquenté. Du coup, Olive va essayer de faire en sorte que sa meilleure amie se sent libre de sortir avec lui. Olive en fait va finir par se créer une fausse relation avec Adam, qui est lui un professeur en fait, il fait également de recherche, etc. Il travaille dans l'université en fait. Il est scientifique, il fait des recherches, mais il est également prof pour certains doctorants. Et elle va du coup lui proposer de faire une fausse relation ensemble parce qu'au final, elle, ça va l'arranger. Elle va pouvoir dire à sa meilleure amie qu'elle est totalement passée à autre chose et que sa meilleure amie peut être libre de sortir du coup avec son ex. Et lui en fait ça va l'arranger également dans un sens puisqu'en fait il cherche à obtenir une bourse, sauf que les gens qui attribuent la bourse pensent qu'il est tellement doué qu'il va finir par quitter cet endroit et donc ils sont un petit peu réfractaires à lui donner une bourse parce qu'ils n'ont pas envie de donner une bourse à quelqu'un qui va partir d'ici 1 an. Donc si jamais il avait une petite amie, il se dit que les gens vont penser qu'il va rester là du coup vu qu'il a sa petite amie qui est ici.
Donc ça va les arranger un petit peu tous les deux de faire un faux couple et de créer un faux couple et de commencer du coup des faux rencarts comme ça au fur et à mesure. Donc ils se donnent un rendez-vous tous les mercredis au niveau d'une cafétéria en fait de leur université. Et donc on va suivre un petit peu cette relation grandir au fur et à mesure et on va vite s'apercevoir que Olive est assez... en fait, elle ne ressentait pas forcément d'attirance envers qui que ce soit. Elle pensait d'ailleurs qu'elle était asexuelle parce qu'elle ne ressentait... elle ressentait pas vraiment d'attirance, que ce soit pour des femmes ou pour des hommes, et vraiment rien de plus. Et en fait, elle va s'apercevoir qu'elle commence à ressentir des choses pour Adam. Donc on va suivre un peu leur relation. Franchement, c'était vraiment très très chouette. On a un milieu scientifique, un milieu un petit peu universitaire comme ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais un peu peur de ce trope du prof et de l'élève, même si bon, elle est majeure, etc. Mais au final, ça va parce que lui, il est prof d'une autre partie. En fait, il n'est pas son prof à elle directement. Je ne connaissais pas plus que ça avant la mise en place de ce faux couple. Donc, il n'y a rien de bizarre à ça. J'avais juste un peu peur par rapport à ça parce que les relations un peu prof-élève, je trouve ça des fois... un peu mal fait et un petit peu toxique des fois, donc j'avais un peu peur que ça parte dans cette direction, mais au final pas du tout. Et j'ai passé vraiment un chouette moment. Ça se lit tout seul, il y a pas mal de côtés humoristiques également, même si vous avez des côtés un peu plus sérieux, notamment vers la fin avec un certain événement. Donc vraiment je peux que vous conseiller cette rom-com que si jamais vous souhaitez lire quelque chose de frais et d'assez léger là pour printemps-été là cette année, si jamais vous aimez un petit peu le côté scientifique également, vous n'avez pas non plus trop d'explications scientifiques, donc si vous êtes complètement novice là-dedans, vous n'allez pas être perdu. Ce que je regrette un petit peu, c'est que j'ai eu du mal en fait à apprécier le personnage d'Adam. Alors je l'ai trouvé assez chou, j'ai trouvé que j'aimais bien sa personnalité en fait et j'aurais vraiment aimé en apprendre davantage. Et j'ai trouvé qu'on manquait en fait d'informations sur lui. On a eu beaucoup plus d'informations vers la fin. Mais sinon, pendant tout le roman, on s'attache énormément au personnage d'Olive, mais du coup, Adam était très, très effacé, et comme elle le voit quand même assez peu souvent, on connaît pas forcément beaucoup de choses sur lui pendant les 3/4 du roman, donc j'ai trouvé ça dommage. J'aurais bien aimé avoir des informations sur lui beaucoup plus tôt, et apprendre à mieux le connaître, parce que quand il se voit, il parle pas beaucoup, hein. Vraiment c'est elle qui parle, qui blablate, qui dit un petit peu des conneries, mais sinon lui il est très renfermé. Après j'aime bien ce genre de personnage parce que du coup c'est des personnages qui me touchent aussi, des personnages un petit peu renfermés qui sont pas non plus hyper... Je pense qu'il est introverti en fait, donc c'est pas des personnages très expressifs, etc. J'aime bien retrouver ça dans des romans aussi. Donc voilà, alors... Si jamais vous n'aimez pas, sachez qu'il y a une scène explicite, voilà, une scène de papouille explicite. Si jamais vous n'aimez pas ça, sachez que ça, après vous pouvez lire rapidement ce passage et passer à la suite, et il n'y a aucun souci parce que tout le reste du roman, il n'y a pas vraiment de trucs spicy comme ça. Donc je suis très contente de l'avoir découvert, donc très bonne lecture qui vide un peu la tête et qui fait passer un bon moment avec des personnages attachants. Donc très contente d'avoir enfin découvert ce petit best-seller qu'on voit passer partout. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes dernières lectures. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Je suis désolée si j'ai l'air complètement essoufflée, hein, mais je tourne la vidéo du vendredi et je suis toujours malade, donc forcément je manque un peu de souffle et je vais devoir couper la vidéo à pas mal d'endroits parce que je me suis quand même pas mal mouchée. Donc désolée pour ce montage un petit peu chaotique. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et vous a peut-être permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des romans qui vous ont tapé dans l'œil, si jamais vous allez en rajouter quelques-uns dans votre wishlist. Je vous retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.